Il m'a emboîté le pas. Peut-être voulait-il de nouveau me faire monter dans un panier à salade, où je la retrouverais, elle, assise à la même place que l'autre nuit. Dehors, dans la petite rue qui rejoignait le quai, il n'y avait qu'une seule voiture en stationnement. Un homme se tenait au volant. Je cherchais les mots pour prendre congé. Si je le quittais brutalement, il jugerait mon comportement suspect et je risquais de l'avoir encore sur le dos. Alors je lui ai demandé qui était cette femme de l'autre nuit. Il a haussé les épaules et m'a dit que je le verrais bien sur le compte-rendu, mais qu'il valait mieux pour moi et pour tout le monde que j'oublie cet accident. En ce qui le concernait, l'affaire était classée, et il espérait vraiment qu'il en était de même pour moi. Il s'est arrêté à la hauteur de la voiture et m'a demandé d'un ton froid si je n'avais pas trop de mal à marcher et si je désirais qu'il me dépose quelque part. Non, ce n'était pas la peine. Alors, sans me dire au revoir, il est monté à côté du chauffeur, il a claqué la portière assez brutalement, et la voiture s'est dirigée vers le quai. Il faisait doux, une journée d'hiver ensoleillée. Je n'avais plus la notion du temps. Ce devait être le début de l'après-midi. Ma jambe gauche me gênait un peu. Des feuilles mortes sur le trottoir. J'ai rêvé que j'allais déboucher sur une allée forestière. Je n'avais plus en tête le mot engadine, mais celui encore plus doux et plus profond de Sologne. J'ai ouvert l'enveloppe. Elle contenait une liasse de billets de banque. Sans le moindre mot, la moindre explication, je me suis demandé pourquoi tout cet argent. Peut-être avait-elle remarqué le mauvais état de ma canadienne et de mon unique chaussure. Avant ces mocassins fendus, j'avais utilisé une paire de grosses godasses à lacets et à semelles de crêpe que je portais même en été. Et voilà au moins le 3e hiver que je mettais cette vieille canadienne. J'ai sorti de ma poche la fiche que j'avais signée, un procès verbal ou plutôt un résumé de l'accident. Ce papier n'avait aucun en-tête d'une quelconque police, ni l'aspect d'un formulaire administratif. La nuit, une automobile de marque Fiat couleur vert d'eau, immatriculée, venant des jardins du Carrousel et s'engageant place des Pyramides, amenés l'un et l'autre dans le hall de l'hôtel Regina, Hôtel Dieu service des urgences, pansement à la jambe et au bras. Il n'était pas question de la clinique Mirabeau et je me demandais quand et comment il m'y avait transporté. Mon nom et mon prénom figuraient dans ce résumé des faits et aussi ma date de naissance et mon ancienne adresse. Ils avaient certainement trouvé toutes ces indications sur mon vieux passeport. Son nom et son prénom à elle étaient mentionnés, Jacqueline Beausergent, et aussi son adresse, square de l'Albonie. Mais ils avaient oublié de préciser le numéro. Je n'avais jamais eu entre les mains une somme aussi importante. J'aurais préféré un mot de sa part, mais sans doute n'était-elle pas en état de l'écrire après l'accident. J'ai supposé que le brun massif s'était occupé de tout, son mari peut-être. J'essayais de me souvenir à quel moment il était apparu. Elle était seule dans la voiture. Plus tard, il marchait vers nous dans le hall de l'hôtel, quand nous attendions assis l'un à côté de l'autre sur le canapé. Certainement, ils avaient voulu me dédommager pour mes blessures, et ils s'étaient sentis coupables à la pensée que l'accident aurait pu être beaucoup plus grave. J'aurais aimé les rassurer, non, aucun souci à se faire à mon sujet. L'enveloppe, à l'en-tête de la clinique, contenait une ordonnance signée par un docteur Besson, prescrivant que je devais changer mes pansements régulièrement. J'ai encore compté les billets de banque. Plus de soucis matériels pendant longtemps. Je me suis souvenu de
Ces dernières rencontres vers 17 ans avec mon père, au cours desquelles je n'osais pas lui demander un peu d'argent. La vie nous avait déjà séparés et nous nous donnions rendez-vous dans des cafés très tôt le matin, quand il faisait encore noir. Il portait des costumes aux revers de plus en plus élimés et les cafés étaient chaque fois plus loin du centre. J'essayais de me souvenir si par hasard il m'avait donné rendez-vous dans ce quartier où je marchais. J'ai sorti de ma poche le compte-rendu que j'avais signé. Elle habitait donc square de l'Albonie. Je connaissais cet endroit pour être souvent descendu à la station de métro toute proche. Aucune importance si le numéro manquait. Avec le nom Jacqueline Beausergent, je me débrouillerais. Ce square de l'Albonie était un peu plus bas au bord de la Seine. J'étais maintenant dans son quartier, et voilà pourquoi on m'avait transporté à la clinique Mirabeau. Elle la connaissait sans doute, oui, c'était elle qui avait pris cette initiative, ou quelqu'un de son entourage était venu nous chercher à l'Hôtel-Dieu. Dans une ambulance, je m'étais dit qu'à la prochaine cabine téléphonique, je consulterais le bottin par rue, ou j'appellerais les renseignements. Mais rien ne pressait. J'avais tout le temps devant moi pour trouver son adresse exacte et lui rendre une visite. C'était légitime de ma part, et elle ne pourrait pas s'en offusquer. Je n'avais jamais sonné à la porte de gens que je ne connaissais pas, mais là, il y avait certains détails à mettre au clair, ne serait-ce que cette liasse de billets dans une enveloppe sans un mot comme une aumône que l'on aurait jetée à un mendiant. On renverse quelqu'un la nuit en voiture, et on lui fait porter un peu d'argent, au cas où il serait devenu infirme. D'abord, je ne voulais pas de cet argent. Je n'avais jamais compté sur personne, et j'étais bien persuadée en ce temps-là que je n'avais besoin de personne. Mes parents eux-mêmes ne m'avaient été d'aucun recours, et les rares rendez-vous que mon père me donnait dans les cafés s'achevaient toujours de la même façon. Nous nous levions et nous nous serrions la main. Et à chaque fois, je n'avais pas eu le courage de lui mendier le moindre argent, surtout vers la fin, porte d'Orléans, où il ne lui restait plus rien de la vivacité et du charme qui étaient encore les siens sur les Champs-Élysées. Un matin, j'avais remarqué qu'il manquait des boutons à son pardessus bleu marine. J'étais tentée de suivre le quai jusqu'au square de l'Albonie. À chaque immeuble, je demanderais au concierge l'étage où habitait Jacqueline Beausergent. Il ne devait pas y avoir beaucoup de numéros. Je me suis souvenu de la manière dont elle m'avait serré le poignet, et de son sourire ironique, comme s'il y avait entre nous une connivence. Il valait mieux d'abord téléphoner et ne pas précipiter les choses. Je retrouvais cette curieuse impression qui était la mienne pendant le trajet en panier à salade jusqu'à l'Hôtel-Dieu, d'avoir déjà vu ce visage quelque part. Avant de connaître son numéro de téléphone, je ferais peut-être un effort de mémoire. Les choses étaient encore simples à cette époque. Je n'avais pas la plus grande partie de ma vie derrière moi. Il suffisait de remonter le cours de quelques années, qui sait, une certaine Jacqueline Beausergent, ou la même personne sous un autre nom, avait déjà croisé mon chemin. J'avais lu que le hasard ne produit qu'un nombre assez limité de rencontres. Les mêmes situations, les mêmes visages reviennent, et l'on dirait les fragments de verre coloriés des kaléidoscopes, avec ce jeu de miroir qui donne l'illusion que les combinaisons peuvent varier jusqu'à l'infini. Mais elles sont plutôt limitées, les combinaisons. Oui, j'avais dû lire ça quelque part, ou bien le docteur Bouvière nous l'avait-il expliqué un soir dans un café, mais il m'était difficile de me concentrer longtemps sur ces questions. Je ne m'étais jamais senti la tête philosophique.
Brusquement, je n'avais pas envie de traverser le pont de Grenelle, de me retrouver sur la rive gauche et de rejoindre par une ligne de métro ou d'autobus ma chambre, rue de la Voie Verte. Je comptais me promener encore un peu par ici. Il fallait bien que je m'habitue à marcher avec mes pansements sur la jambe. Je me sentais bien là, dans le quartier de Jacqueline Beausergent. Il me semblait même que l'air y était plus léger à respirer. Avant l'accident, j'habitais, depuis près d'1 an, l'hôtel de la rue de la Voie Verte, du côté de la porte d'Orléans. Longtemps, j'ai voulu oublier cette période de ma vie, ou bien ne me rappeler que les détails en apparence insignifiants. Il y avait un homme, par exemple, que je croisais souvent vers 6 heures du soir et qui rentrait sans doute de son travail. De lui, il ne me reste plus que le souvenir d'une serviette noire et de sa démarche lente. Un soir, dans le grand café en face de la cité universitaire, j'avais engagé la conversation avec mon voisin, dont je m'étais dit qu'il devait être étudiant. Mais il travaillait dans une agence de voyage, il était malgache, et j'ai découvert son nom avec un numéro de téléphone sur une carte parmi de vieux papiers dont je voulais me débarrasser. Il s'appelait Katz Kreutzer. Je ne sais rien de lui. D'autres détails. Il s'agissait toujours de gens que j'avais croisés ou à peine entrevus et qui resteraient des énigmes pour moi. De lieux aussi. Un petit restaurant où je dînais parfois avec mon père vers le haut de l'avenue Foch, à gauche, et que j'ai cherché vainement plus tard quand je traversais par hasard ce quartier, avais-je rêvé. Des maisons de campagne chez des gens, dont je ne savais plus les noms, près de villages qu'il m'aurait été impossible d'indiquer sur la carte, une Évelyne que j'avais connue dans un train de nuit. J'ai même commencé à dresser une liste avec les dates approximatives de tous ces visages et ces lieux perdus, de ces projets abandonnés. Un jour, j'avais décidé de m'inscrire à la faculté de médecine, mais cette résolution n'avait pas tenu. En m'efforçant de récapituler ce qui n'avait pas eu pour moi de lendemain et qui était demeuré en suspens, je cherchais une trouée, des lignes de fuite. C'est que j'arrive à l'âge où la vie se referme peu à peu sur elle-même. J'essaie de retrouver les couleurs et l'atmosphère de cette saison où j'habitais près de la porte d'Orléans. Des couleurs grises et noires, une atmosphère qui me semble étouffante, rétrospectivement. Un automne et un hiver perpétuel, était-ce un hasard si j'avais échoué dans la zone où mon père m'avait donné un dernier rendez-vous? 7 heures précises du matin, café de la Rotonde, au pied de l'un de ces immeubles de briques qui forment des blocs et marquent la limite de Paris. Là-bas, Montrouge et un tronçon du périphérique que l'on venait de construire. Nous n'avions pas grand-chose à nous dire, et je savais que nous ne nous reverrions plus. Nous nous sommes levés, et sans nous serrer la main, nous sommes sortis ensemble du café de la Rotonde. J'ai été surpris de le voir s'éloigner dans son pardessus bleu marine vers le périphérique. Je me demande encore dans quelle lointaine banlieue ses pas l'entraînaient. Oui, aujourd'hui, je suis frappée par cette coïncidence. Avoir habité pendant quelque temps ce quartier où nous nous retrouvions les dernières fois. Mais sur le moment, je n'y avais pas pensé du tout. J'avais d'autres préoccupations.